Donc, pour cette séance de la commande des machines, nous allons attaquer la troisième partie du troisième chapitre sur la commande de la machine asynchrone. Sur le 3.2, nous avons vu le modèle statique et la commande scalaire, surtout la commande scalaire parce que, comme j'avais dit la dernière fois, la commande scalaire, elle repose sur le schéma équivalent, ça veut dire le schéma monophasé équivalent de la machine asynchrone. Et c'est à partir de ce schéma-là et à partir de l'expression de le couple électromagnétique en fonction du glissement, de la tension d'alimentation du stateur, de la fréquence et du nombre de paires de pôles, nous avons établi un ensemble de méthodes qui permettent de faire la commande de la machine asynchrone, mais d'une manière qui est statique. Donc, c'est-à-dire d'une manière qui repose sur le modèle statique de la machine. Alors, à partir d'aujourd'hui, donc nous allons attaquer la partie la plus importante, c'est la commande vectorielle de la machine asynchrone. Et cette commande vectorielle, elle repose sur le modèle dynamique de la machine asynchrone. Et nous allons faire un petit rappel concernant les transformés et les transformations que l'on peut faire subir à la machine asynchrone de telle manière à avoir un fonctionnement équivalent à celui de la machine à courant continu. Donc, pour rappel, j'avais dit la dernière fois que la commande vectorielle, son objectif principal, c'est de pouvoir faire un modèle qui ressemble à celui de la machine à courant continu. Ça veut dire transformer le modèle triphasé de la machine asynchrone, le transformer en un modèle biphasé, seulement deux phases, et puis, moyennant quelques transformations que nous allons voir, par les matrices de Park et les autres matrices, on va voir comment on peut transformer le modèle triphasé de la machine asynchrone en un modèle biphasé. Et à partir de ce modèle biphasé, on va voir aussi les autres méthodes qui permettent de transformer ce modèle biphasé en un modèle qui ressemble à celui de la machine à courant continu. La machine à courant continu a les avantages d'avoir un découplage, si vous vous rappelez bien, un découplage entre le flux et le couple. Ça veut dire le circuit ou l'enrôlement qui permet de produire le couple, il est indépendant du circuit qui permet de créer le flux qui traverse le circuit magnétique de la machine à courant continu. Et c'est cette dissociation, ce découplage entre les deux enrôlements qui produisent le flux et celui qui produit le couple qui donne l'avantage à la machine à courant continu sur les autres machines à courant alternatif. Donc, c'est-à-dire en gardant le flux constant, je peux agir sur le courant, par exemple, de l'induit et indépendamment de le flux. Donc, si j'agis sur le courant de l'induit, je ne vais pas varier le flux. D'accord? Le problème de la machine asynchrone, c'est que on l'appelle une machine à induction. Ça veut dire vous avez des phénomènes d'induction de la machine et le courant du stateur, c'est lui qui va créer le courant du rotor. Et le courant du rotor, donc c'est lui qui va créer donc, les phénomènes que l'on trouve dans le rotor de la machine asynchrone. Mais tout ça, c'est relié, d'accord, c'est associé. Si vous faites varier le courant du moteur, si vous faites varier le courant du stateur, vous allez faire varier aussi le courant du rotor. Et le courant du rotor, donc il va agir sur la valeur de le flux et agir sur la valeur de le couple et ainsi de suite. D'accord? Donc il n'y a pas ce découplage entre l'enrôlement qui crée le flux et l'enrôlement qui crée le couple. D'accord? Donc le but de la commande vectorielle, c'est de chercher un moyen mathématique par la modélisation, un moyen mathématique qui permet de reproduire
cet avantage de la machine à courant continu, c'est-à-dire le découplage entre le flux et le couple. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir donc, après cette introduction. Donc, nous allons voir comment on peut arriver. Donc là, je vous ai donné le point final. Donc, le point final pour nous, c'est de produire un modèle qui permet de reproduire le même modèle que celui de la machine à courant continu. Ça veut dire produire deux enroulements. Un enroulement qui permet de produire le couple et un enroulement qui produit le flux. D'accord? Comme celui de l'excitation de la machine à courant continu. D'accord? Voilà le but final de cette partie de ce chapitre. D'accord? C'est d'arriver finalement vers la fin à avoir deux axes, deux enroulements. Un enroulement qui permet de contrôler le flux seul et un enroulement qui permet de contrôler le couple seul, et de cette manière, la commande elle est plus facile, d'accord? Elle est plus facile, et puis il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas d'empiètement d'un contrôle sur l'autre, d'accord? Si j'agis sur le courant I qui va créer le couple, je ne vais pas influencer le flux qui est créé par le courant I excitation, d'accord? Donc voilà, je vous ai donné l'objectif final. Donc vers la fin de ce cours ou de ce chapitre, on doit être en mesure d'avoir un modèle qui ressemble à celui de la machine à courant continu. Donc voilà le but, d'accord? Donc toutes les méthodes que nous allons voir, les méthodes intermédiaires et ainsi de suite, les transformations et les transformés que nous allons voir, de transformation Kamlin, donc donc ils vont nous diriger vers, vers l'objectif final. D'accord? Ça, je vais changer là. Voilà. Alors pourquoi le modèle dynamique? D'accord? Alors dans un entraînement électrique, la machine fait partie des éléments du circuit de commande. D'accord? Alors notre but dans la commande d'une machine, les entraînements électriques, c'est de commander la vitesse de rotation. Donc vous avez notre système, il va entraîner une charge. Donc toute la machine d'IANA, la machine électrique qui rentre dans le système, donc elle fait partie des éléments du circuit de commande. Donc vous avez la charge mécanique, vous avez un ventilateur, vous avez une pompe et ainsi de suite. On a la partie puissance si vous voulez, d'accord? La partie puissance, on a les charges mécaniques que l'on entraîne. Un ascenseur, un tapis roulant, un convoyeur et ainsi de suite. Et la partie commande, elle est composée, entre autres, par les circuits de commande, par les convertisseurs et par la machine elle-même, la machine électrique. Donc, pour commander les dynamiques de l'entraînement, le comportement dynamique de la machine doit être considéré. Vous vous rappelez la dernière fois, lorsque j'avais montré une caractéristique de la machine à courant de la machine asynchrone, et puis j'avais montré une spirale où vous avez donc la variation dynamique du couple. Donc, pour connaître la dynamique de la spirale du couple que nous avons vu dans la partie statique, donc il faut connaître, là, il faut étudier le comportement dynamique de la machine asynchrone utilisée. Donc, le comportement dynamique de la machine asynchrone peut être décrit en utilisant le modèle dynamique de la machine asynchrone. Et c'est ce que nous allons voir après. Donc, le modèle dynamique, il est complexe à cause du couplage magnétique entre les phases statoriques et rotoriques. Il y a le même flux qui traverse les deux, les enroulements rotoriques et les enroulements statoriques. Et vous avez le phénomène d'induction qui sont connus dans la machine asynchrone.
Alors, les coefficients de couplage varient en fonction de la position angulaire du rotor. Comme nous allons voir, par exemple, les inductances de fuite, les inductances mutuelles, pardon, les inductances mutuelles entre les phases du rotor et les phases du stator, ce sont des inductances mutuelles qui dépendent de la position angulaire, c'est-à-dire ils dépendent de θ, qui est l'angle entre les axes des bobines du stator et les axes du rotor. Et on sait très bien que les axes du rotor, ils sont en mouvement de rotation. Donc ça veut dire l'angle entre les phases du rotor et les phases du stator, ils dépendent du temps. Donc dans ce cas, vous allez avoir une inductance mutuelle qui est en fonction du temps. Donc au lieu d'avoir des inductances qui sont constantes, vous allez avoir des constantes qui sont variables dans le temps. D'accord? Et ça pose problème. Parce que généralement dans les équations différentielles qui régissent les systèmes, pour avoir des équations différentielles qui sont faciles à résoudre, on doit avoir les paramètres constants. Alors, si vous avez des paramètres qui sont dépendants du temps, dans ce cas, ça pose plus de complexité pour la résolution du système. Alors, le comportement dynamique de la machine asynchrone peut être décrit par les équations différentielles avec coefficients dépendants du temps. Et ça pose problème. Maintenant, on va voir les équations qui régissent le comportement dynamique. D'accord? Alors, vous avez les phases A, les phases de la bobine A, et puis vous avez les fils ou les lignes de champ magnétique qui sont créées par les spires de la bobine A. D'accord? Et puis vous avez l'axe magnétique de la phase A. L'axe magnétique, ça veut dire quoi? C'est l'axe sur lequel vous avez l'induction maximale. On sait très bien que l'induction, le champ d'induction, le champ B, il est variable en fonction de θ. Mais sur l'axe de la bobine, donc vous avez le champ magnétique qui est maximal. Donc c'est lui qui va définir l'axe magnétique de la phase A. Alors de la même manière, pour le stateur toujours, vous avez l'axe magnétique de la bobine B et vous avez l'axe magnétique de la bobine C. Et elles sont décalées dans l'espace par un angle de pi sur 3. D'accord? Donc vous avez 3 bobines, 3 enroulements. Alors chacun des enroulements il est traversé par un courant IS. Alors je vais appeler IAS, IBS et ICS. Donc ce sont un système triphasé de courant, d'accord, qui traverse les 3 enroulements du stator. D'accord? Et puis vous avez de la même manière, vous avez 3 enroulements au rotor. D'accord? Alors chaque enroulement du rotor, on va l'appeler aussi rotor A, rotor B, rotor C. Et chacun des enroulements du rotor, il sera traversé aussi par le courant IAR, IBR, ICR. D'accord? C'est-à-dire les courants qui traversent les enroulements rotoriques. D'accord? Alors maintenant, on va considérer la phase A du stator. Alors, le flux qui traverse la phase A, d'accord, il est dû à quoi? Je parle du flux magnétique. Alors, le flux magnétique, il est créé par quoi? C'est le résultante de 3 contributions. D'accord? Alors, la première contribution, c'est quoi? Là, je parle uniquement du stator. Alors, vous avez le flux produit par l'enroulement A. Ça veut dire l'enroulement A, il va produire son propre flux. L'enroulement B, il va produire un flux mutuel entre l'enroulement B et l'enroulement A. L'enroulement C aussi va produire un flux mutuel entre l'enroulement C et l'enroulement A. Donc, si je veux écrire la... considérons la phase A, donc flux produit par l'enroulement B, flux produit par l'enroulement C. Donc, la relation entre les courants des autres phases et leur flux traversant la phase A est exprimée par les inductances mutuelles. Donc ça, c'est correct. Donc là, vous avez
la phase A du stator, d'accord? La phase A. Donc là, vous voyez, c'est le stator et là, vous avez A, la phase A. D'accord? Donc la phase A du stator, il y aura la phase A du stator avec les autres enrôlements du stator et puis vous avez la phase A du stator avec les autres enrôlements du rotor. D'accord? Donc c'est simple. Vous avez la phase A du stator, il sera traversé par un flux qui est la totalité les contributions de tous les courants de la phase des trois phases le stator plus les trois phases du rotor. D'accord? Parce que chacun des enrôlements il a une relation de mutualité magnétique avec l'enrôlement A. Alors, je reviens ici sur le schéma qu'on a ici. Voilà. Alors l'enrôlement A du stator, il va créer un flux propre. L'enrôlement A du rotor, il va créer un flux mutuel autour de l'enrôlement A. L'enrôlement B du stator, il va créer un flux mutuel dans l'enrôlement A. L'enrôlement B du rotor, il va créer un flux mutuel ici. Et ainsi de suite pour l'enrôlement C du stator et l'enrôlement C du rotor. Eux aussi, ils vont créer un flux mutuel qui va traverser l'enrôlement A. Donc, le flux qui traverse l'enrôlement A, ce sera la combinaison de combien de flux? De 6 flux. D'accord? Donc, les 6 flux à deux, voilà, les 3 flux viennent le stator, plus les 3 flux viennent le rotor. D'accord? Alors, je pense que vous avez fait quelque chose comme ça avec M. Ramzi dans les régimes transitoires, mais là, je fais uniquement donc, un petit rappel avant de passer à la commande vectorielle. Donc, vous avez l'enrôlement A du stator, il va créer un enrôlement propre, un flux propre, un flux mutuel, un flux mutuel, un flux mutuel, un flux mutuel, et ainsi de suite. D'accord? Et là, vous multipliez chaque fois, par exemple, pour l'inductance propre, donc l'enrôlement statorique A fois son courant, plus l'inductance mutuelle AB, l'inductance mutuelle AC au niveau du stator, fois le courant C, fois le courant B. La même chose, vous avez l'inductance mutuelle entre l'enrôlement A et l'enrôlement A du rotor, l'inductance mutuelle entre l'enrôlement A du stator et l'enrôlement B du rotor, l'inductance mutuelle entre l'enrôlement A du stator et l'enrôlement C du rotor. Et finalement, vous avez donc cette expression que vous connaissez qui est très facile à exprimer, d'accord? Donc vous avez l'inductance mutuelle entre phase A, B, ainsi de suite, tout ça, je viens de l'expliquer, d'accord? Voilà. Alors maintenant, on peut exprimer la tension aux bornes de l'enrôlement du stator ou du rotor de la manière suivante. Donc, quel que soit, donc vous prenez par exemple la tension VAC, d'accord? Donc, le ABC, ça veut dire vous pouvez prendre un vecteur et mettre le VA, le VB, le VC au niveau du stator. Alors, pour chaque, par exemple, si vous prenez VA, VH nous voit VAS, VAS, c'est RS fois EAS, d'accord? Plus la dérivée du flux qui traverse le A, d'accord, la phase A. De la même manière, si vous prenez la tension VB au niveau du stator, ça serait quoi? Ça serait RS fois IBS plus la dérivée le flux qui traverse le B, l'enrôlement B du stator. De la même manière pour l'enrôlement C, ainsi de suite. D'accord? Ce sont les équations au niveau du stator et vous répétez la même chose pour le rotor. Si vous prenez un enrôlement du rotor, de la même façon, vous avez la tension à ces bornes. D'accord? Vous avez par exemple VAR. VAR, c'est RRR, ça veut dire que c'est la résistance du rotor, multiplié fois IAR, le courant qui traverse l'enrôlement du rotor, A, plus la dérivée le flux total qui traverse l'enrôlement A du rotor. Et vous faites la même chose pour l'enrôlement B et pour l'enrôlement C. Donc voilà, tout ça c'est facile. Et vous voyez que le VABC c'est un vecteur, ça veut dire que vous avez la tension VA, la tension VB, la tension VC. Le courant IABC, donc c'est EA, IBC, et le flux, c'est le flux total qui traverse l'enrôlement A, le flux total qui traverse l'enrôlement B, et le flux total qui traverse l'enrôlement C.
Et pour chacun des flux que vous avez ici, c'est la combinaison des 6 flux. Là, c'est les 6 flux que nous avons vus tout à l'heure. Pour celui-là, c'est la même chose, la combinaison des 6 flux qui traversent l'enrôlement B. Et là, c'est la combinaison des 6 flux qui traversent l'enrôlement C. Et vous faites de la même manière pour les enrôlements du rotor. D'accord? Donc, vous avez le vecteur tension, vous avez le vecteur courant et vous avez le vecteur de le flux. D'accord? Donc, voilà pour les différentes variables, les différentes grandeurs et la relation qui relie entre les différentes grandeurs. Donc, à retenir, s'il vous plaît, les équations qui sont simples. Ça veut dire c'est l'équation d'une bobine. Donc, c'est très bien qu'une bobine qui est caractérisée par une résistance R. Donc, la tension assez bonne, c'est quoi? C'est la résistance fois le courant qui la traverse, plus le flux, la dérivée le flux qui la traverse. D'accord? Et puis, il faut savoir que chaque flux, c'est la combinaison les flux propres et les flux mutuels qui sont dus aux autres courants, qui se trouvent à proximité. D'accord? Alors, continuons. Maintenant, les flux que l'on trouve dans le stator, c'est la combinaison d'IL de flux. Vous avez les flux les stators propres et puis vous avez les flux d'IL mutuels entre le stator et le rotor. De la même manière, les flux que l'on trouve dans le rotor, c'est la combinaison d'IL de flux. Vous avez les flux que l'on trouve au niveau de le rotor et puis vous avez les flux qui sont dus à la mutualité entre le stator et le rotor. D'accord? Alors, les paramètres ديالهم, ils sont indépendants du temps parce qu'ils sont sur la même partie, soit le stator ou le rotor. Là, ils sont sur le stator et on sait très bien que les enroulements du stator ils ne tournent pas l'un par rapport à l'autre. Et dans ce cas, vous avez les inductances mutuelles, par exemple, elles sont constantes. Voilà qu'il y en a, par exemple, l'enroulement mutuel, le flux mutuel, il y a variation de l'angle θ qui sépare le rotor du stator. Et dans ce cas, vous avez les paramètres de la mutualité que l'on trouve ici, ça veut dire les inductances mutuelles que l'on va trouver ici, donc ils sont dépendants du temps. De la même manière ici, vous avez des coefficients qui sont constants, mais là, vous allez avoir des coefficients qui dépendent du temps parce que le flux que vous avez ici, il traduit la mutualité magnétique entre le rotor et le stator. Donc là, vous voyez sur l'expression les flux au niveau le stator, il n'y a pas de θ, il n'y a pas du temps. D'accord? Donc ce sont des inductances qui sont constantes. D'accord? Des inductances qui sont constantes. Alors vous avez des inductances propres au Mahado, d'accord? Des inductances propres de chaque enroulement. Et puis là, vous avez les inductances mutuelles entre les enroulements du stator. D'accord? Donc, هاد les valeurs كاملين تيكونوا constantes بحال بحال. D'accord? إلا كالكوليناهم غنلقاو بلي أن هادي مع هادي مع هادي مع هادي مع هاد الآخرين هادو ils sont tous les mêmes, ils ont la même valeur. D'accord? Ils ont la même valeur. Tandis que les valeurs qui sont là aussi sont les mêmes. Et le AS et le BS et le CS, si on est dans un système qui est équilibré et puis où il n'y a pas de déformation, il n'y a rien. Donc, on va avoir les mêmes inductances propres et des inductances mutuelles qui sont aussi les mêmes. D'accord? Alors maintenant, pour les enroulements, pour le flux qui traduit la mutualité entre le stator et le rotor, on va tout à l'heure, lorsqu'on va calculer les inductances mutuelles, on va trouver qu'elles dépendent de l'angle θ. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Les angles ils sont différents, d'accord, parce que chaque fois vous allez avoir un angle qui est différent et on va voir comment on va calculer les inductances mutuelles en fonction de l'angle θ qui sépare le stator du rotor. Mais là seulement je vous montre donc comment on peut aborder le sujet, comment on peut aborder les équations pas à pas. D'accord? Alors, on peut raisonner d'une façon similaire pour formuler donc, le flux au niveau du rotor et on aura la même chose comme tout à l'heure. D'accord? Donc, ce que nous avons vu dans ce diapo, donc ce sera la même chose pour le diapo qui est là, mais pour le rotor.
Alors, de la même manière, les paramètres que vous avez ici, ce sont des paramètres qui sont constants. Ils ne dépendent pas du temps parce qu'ils sont tous au niveau du rotor. Et on sait très bien que les enroulements du rotor, donc, ils sont fixes l'un par rapport à l'autre. Mais lorsque vous prenez les inductances mutuelles, ici, vous allez voir que ça dépend de θ et du temps. Alors maintenant, passons à l'expression d'IL, les différentes inductances. Alors maintenant, pour les inductances. Pour l'inductance propre, on sait très bien qu'il y a une inductance qui est propre, d'accord? Ça veut dire où il n'y a pas de fuite, et plus l'inductance de fuite, d'accord? Donc au niveau d'un enroulement, quel que soit l'enroulement d'IL-là, la phase A ou la phase B ou la phase C, donc c'est la même chose, puisqu'on est dans un système qui est symétrique, d'accord? Donc vous avez chaque inductance, on la partage à l'inductance propre et à l'inductance de fuite, d'accord? Donc vous avez une inductance de magnétisation. Donc c'est la branche de magnétisation si vous voulez. Et puis vous avez l'inductance de fuite. D'accord. Alors maintenant entre les enroulements. Alors vous savez qu'il y a un angle d'IL 2π/3 entre chaque enroulement. Donc pour l'inductance mutuelle, alors on sait très bien que nous avons le même nombre de phases, le même nombre de spires ici et là. Donc si la phase B était sur la phase A, ça veut dire s'ils sont confondus, on aura que l'inductance mutuelle, c'est la même chose que l'inductance LMS. Si la phase B du stateur était confondue avec la phase A du stateur, on aura l'inductance mutuelle entre les deux et sera la même que LMS, ça veut dire que c'est la même valeur. D'accord? Voilà, puisque vous avez les deux qui sont décalés l'un par rapport à l'autre de 2π/3, ça veut dire dans ce cas, l'inductance mutuelle entre les deux, ce serait quoi? Ce serait LMS, d'accord? LMS, elle est normalement 2π/3. LMS, pardon, LB, ou la LAB, ça veut dire l'inductance mutuelle entre l'enroulement A et l'enroulement B. Ça serait quoi? Ça serait LMS, ça veut dire c'est l'inductance de magnétisation de la machine, puisqu'ils ont le même nombre de spires, d'accord? Fois quoi? Fois le cosinus de θ. Alors le cosinus de θ qui sépare les deux, et dans ce cas c'est 2π/3, et 2π/3, cosinus de π/3, c'est moins 1,5. D'accord? Alors finalement, si on fait les calculs pour les inductances mutuelles, vous allez voir que LMS, il va se répéter partout, parce que c'est l'inductance de magnétisation. Mais pour les inductances mutuelles, on va diviser par moins, vous la multipliez par moins 1,5, d'accord? Parce que c'est dû au fait que vous avez un angle de 2π/3 entre les différents enroulements. Et la même chose pour l'enroulement C, d'accord? Donc là, vous avez l'enroulement A, l'enroulement B, et là, vous avez l'enroulement C. Alors maintenant, si j'exprime toutes les inductances ici, voilà le flux. Donc là, vous allez avoir l'inductance de magnétisation plus l'inductance de fuite, l'inductance de magnétisation plus l'inductance de fuite, ça ce sont les inductances propres de chaque enroulement. Et ici, vous allez avoir, d'accord, et là, vous allez avoir les inductances mutuelles. Donc les inductances mutuelles, donc c'est la même valeur de LMS, mais cette fois-ci multipliée par moins 1,5, qui est dû au fait que vous avez un angle θ qui est égal à 2π/3 entre les différents enroulements du stateur. Et finalement, vous allez avoir l'expression à dit, mais l'avantage de cette expression, c'est qu'il n'y a pas le temps, le paramètre temps. On ne le trouve pas sur les expressions des paramètres de la matrice que vous avez ici, la matrice d'IL, les inductances. D'accord? Voilà pour le flux magnétique créé par les enroulements du stateur dans le stateur. D'accord? Parce que tout à l'heure, il faudra ajouter aussi la contribution de le rotor dans le stateur. Ça veut dire les flux qui sont créés par le rotor, mais dans les enroulements statoriques. Mais pour le moment, on s'intéresse uniquement à la partie qui est due au stateur. Ça veut dire le flux qui est créé par les courants statoriques seuls. C'est comme si vous avez les enroulements statoriques seuls. Mais tout à l'heure, il faudra ajouter
il faudra ajouter donc ce flux-là. Alors le flux dans ce cas, c'est le flux mutuel entre le stator et le rotor. D'accord? Alors de la même manière, lorsqu'on s'intéresse au flux mutuel entre le rotor et le stator, dans ce cas, on va introduire l'angle θr qui est l'angle de l'enroulement A du rotor par rapport à l'enroulement A du stator. D'accord? Donc là, vous avez l'enroulement A du stator. Et là, vous avez l'enroulement A du rotor. Et vous avez l'angle θr. D'accord? L'angle θr entre les deux. Donc, si je m'intéresse à l'inductance mutuelle, alors maintenant, pour la valeur de l'inductance mutuelle, on sait très bien que l'inductance mutuelle, elle est fonction de quoi? Elle est fonction de les nombres de spires. D'accord? Alors, vous avez dans ce cas, vous allez multiplier par le NR divisé par le NS, fois quoi? Fois LMS. Avec LMS, c'est quoi? C'est l'inductance de magnétisation de le stator. D'accord? Lié à l'inductance mutuelle. On sait très bien que l'inductance mutuelle, donc elle doit être multipliée par le nombre de spires et pour la ramener, pour la comparer à LMS, l'inductance de magnétisation le stator. Alors finalement, je peux exprimer les inductances mutuelles, d'accord, en fonction du nombre de spires le rotor, le nombre de spires le stator, fois l'inductance de magnétisation que l'on connaît au niveau le stator, puis multiplié par le cosinus θr, parce qu'ici vous avez un angle de θr entre l'enroulement A du stator et l'enroulement A du rotor. Et chaque fois, si vous vous intéressez maintenant à la contribution le courant IB le rotor dans l'enroulement A du stator, là vous avez donc l'enroulement A, et celui-là, l'enroulement B, il est à 2π sur 3 par rapport à l'enroulement A, le rotor. Donc là, on est toujours dans le rotor, donc ça c'est l'enroulement B. Alors on sait très bien que les deux, puisqu'on est dans le même enroulement le rotor, donc il y a un angle de 2π sur 3 ici. Donc pour calculer l'angle entre l'enroulement B du rotor, l'enroulement B du rotor et l'enroulement A du stator, donc vous avez l'angle, c'est quoi? C'est θr plus 2π sur 3. θr plus 2π sur 3. Et de la même manière, pour l'autre enroulement C, le rotor avec l'enroulement A du rotor, vous allez ajouter quoi? Vous allez mettre θr plus 4π sur 3. Alors, θr plus 4π sur 3, c'est équivalent à θr moins 2π sur 3. D'accord? C'est la même chose. Et de la même manière, là, on s'intéresse à la phase B du stator. La phase B du stator avec l'enroulement A du rotor, l'enroulement B du rotor, l'enroulement C du rotor. Donc, ici, pour... Alors, je m'excuse, peut-être, il y avait une coupure aussi, d'accord? Donc, je continue. Donc, sur la deuxième ligne que vous avez ici, vous avez l'enroulement B du stator. D'accord? L'enroulement B du stator, il est quelque part ici, donc je vais pas le mettre pour ne pas alourdir donc, le schéma. Vous avez l'enroulement B, ici, il y a le stator. Et pour l'angle entre cet enroulement B et l'enroulement A du rotor, donc c'est quoi? C'est 2π sur 3, parce que l'enroulement B le stator, il a un angle de 2π sur 3 avec l'enroulement A du stator, moins θr pour avoir de l'angle qui est entre l'enroulement A et l'enroulement B du stator. Donc voilà, donc θr moins 2π sur 3 ou la 2π sur 3 moins θr, c'est la même chose. D'accord? Et puis, entre l'enroulement B du rotor et l'enroulement B du stator, vous avez la même chose parce qu'il y a un décalage de 2π sur 3 des deux côtés, donc vous allez avoir le même angle. Donc θr entre l'enroulement B du rotor et l'enroulement B du stator. Et de la même manière, vous allez avoir le même angle entre l'enroulement C du stator et l'enroulement C du rotor. Je pense qu'il y a un problème de coupure. Internet est là, pas de problème. Ça va, vous m'entendez, il n'y a pas de problème? On est toujours... Oui, monsieur.
Pas de Oui, problème, ok. monsieur. Oui, monsieur, pas de problème. Ok, merci. Donc, pour vous montrer ça, donc j'ai dit que les angles, donc, ils sont les mêmes. Donc là, vous voyez ça sur le schéma qu'on a ici. Donc, vous avez les angles, ils sont les mêmes. Donc, θr entre la phase A du rotor et la phase A du stateur. Ici, vous allez avoir donc la même chose, θr entre l'enroulement B du rotor et l'enroulement B du stateur. Et vous allez avoir de la même manière, donc ici, θr entre l'enroulement C du stateur et l'enroulement C du rotor. Et vous allez voir donc les choses qui vont se passer. C'est à chaque fois, vous allez ajouter 2 pi sur 3, plus 4 pi sur 3 pour les inductances mutuelles. D'accord? Donc, si je reviens sur l'expression finale d'IL, la, la, la matrice des inductances mutuelles entre le stateur et le rotor, vous allez avoir donc quelque chose qui dépend du temps. Vous avez le θr, dans ce cas, c'est θr, c'est oméga r, pardon, oui, c'est oméga r, c'est la vitesse de rotation de le rotor, fois le temps. D'accord? Donc ça veut dire, dans les expressions de l'inductance mutuelle entre le rotor et le stateur, vous avez le coefficient temps qui rentre dans les paramètres. Et ça pose un grand problème pour la résolution des équations différentielles. Lorsque vous avez les paramètres de l'équation différentielle qui dépendent du temps. Alors, généralement, pour faciliter les équations différentielles, on cherche à avoir donc des coefficients des équations différentielles qui sont indépendants du temps. Ce qui pose un problème. Alors, de la même manière, si vous prenez le flux mutuel entre le rotor et le stateur, ça veut dire que vous vous intéressez cette fois à la contribution des courants statoriques dans les flux rotoriques, vous allez avoir donc l'expression que vous avez ici. Donc là, vous voyez que les choses sont presque les mêmes, d'accord? Mais vous avez par exemple ici un plus, là vous avez un moins, là vous avez un moins, là vous avez un plus, et ainsi de suite. Donc là où vous avez le plus pour les cosinus, là, cosinus θr plus 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3, donc vous allez les inverser, d'accord? Donc ça, vous pouvez le faire vous-même et vérifier que les équations qu'on a ici, elles sont les mêmes, d'accord? Mais avec des signes qui seront pas, qui vont différencier et qui seront différents entre les deux matrices, d'accord? Donc voilà pour les équations des flux, d'accord? Là, on est en train d'établir le modèle dynamique de la machine asynchrone. Donc, là, le modèle dynamique. Donc là, vous voyez qu'on ne s'intéresse pas au schéma monophasé équivalent, vous avez des valeurs statiques. Donc, selon les valeurs statiques, on s'intéresse uniquement aux amplitudes et aux valeurs efficaces. D'accord? C'est pour ça que dans le comportement qu'on avait étudié, on avait étudié uniquement le comportement statique. Pourquoi? Parce qu'on ne tenait pas compte du fait qu'on a la variation dans le temps de tous ces paramètres. Mais dans les équations et dans le modèle qu'on est en train de construire là, on tient compte du modèle dynamique de la machine asynchrone. Ça veut dire on tient compte de tous les paramètres et de leur variation dans le temps. D'accord? Donc, l'expression qu'on a ici, par exemple, pour le courant IAR, c'est la valeur diallo fois cosinus, ainsi de suite, oméga t moins. Donc, c'est la valeur diallo réelle, la valeur diallo instantanée. La même chose pour IBR, ce qu'on va prendre ici, ce qu'on prend ici, c'est la variation diallo dans le temps. Ça veut dire c'est pas la valeur diallo efficace ou la valeur module, mais on prend la valeur diallo instantanée. Le IBR, c'est le courant rotorique maximal, fois cosinus, oméga, G oméga, parce qu'on sait que les courants rotoriques, ils ont une fréquence d'IL G oméga S. Donc, c'est cosinus G oméga S fois T plus un certain déphasage et ainsi de suite. La même chose pour le courant ICR, la même chose pour le courant le stator et la même chose pour le flux. Donc, ça veut dire on prend les valeurs instantanées. Les valeurs instantanées dans le temps. Donc, maintenant, pourquoi on choisit le modèle biphasé? Alors, la première des choses, pourquoi on choisit le modèle biphasé? Parce que, au lieu de travailler avec 6 phases, parce que vous avez 3 phases au niveau du stator et 3 phases au niveau du rotor, maintenant, on va essayer de réduire le nombre des enroulements et au lieu de travailler et de traîner un ensemble de paramètres et un ensemble d'inductions mutuelles qui sont presque les mêmes et qui se ressemblent,
on va essayer de simplifier les équations et au lieu de travailler avec avec des matrices 3 fois 3, on va essayer peut-être de travailler avec des matrices d'IL 2 fois 2. Donc on va essayer de réduire le nombre d'IL les phases. Donc dans ce cas, il est plus facile d'étudier la dynamique de la machine asynchrone en considérant son modèle biphasé. Alors celui-ci peut être construit à partir du modèle triphasé utilisant la transformation de Park. D'accord? Donc la transformation de Park, c'est une transformation qui permet de transformer un système triphasé en un système biphasé. Alors regardez déjà l'avantage dans cette transformation de Park, c'est que si on regarde ici, nous avons un couplage magnétique entre phases, ça veut dire vous avez le courant qui est là, il va introduire un flux mutuel ici, et il va introduire un flux mutuel là. De la même manière, le courant qui va traverser l'enroulement qui est là, il va créer des flux mutuels dans les deux autres enroulements. Mais si vous regardez celui-là, vous avez l'enroulement qui est là, il est en quadrature avec l'enroulement qui est là. Ça veut dire qu'il y a un découplage magnétique entre les deux. Donc ça veut dire celui-là, il ne va pas créer un flux ici. On sait très bien que le LA, si on appelle, on va l'appeler D, d'accord? Et celui-là, on va l'appeler Q, l'enroulement D, l'enroulement Q. On sait que le LDQ, ça veut dire l'inductance mutuelle entre les deux, c'est quoi? C'est l'inductance d'Yel-Shiwat-Firom, l'inductance de magnétisation, d'accord? LM, on va l'appeler LM parce qu'ils ont tous les deux la même inductance de magnétisation, parce qu'ils sont identiques, d'accord? Fois quoi? Fois cosinus d'Yel, l'angle entre les deux. Donc cosinus d'Yel pi sur 2. Donc là, vous voyez que l'inductance mutuelle entre les deux, elle est nulle. D'accord? Donc là, vous voyez déjà qu'il y a un certain découplage entre les deux enroulements qu'on a ici. Donc déjà, c'est un avantage et on va se débarrasser de beaucoup de choses. D'accord? Donc essayez, s'il vous plaît, de comprendre ça. C'est que lorsque vous mettez un système biphasé, les deux enroulements qui sont en quadrature, ça veut dire en quadrature, ça veut dire que les deux axes ils forment un angle pi sur 2, pardon. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mutualité magnétique entre les deux. Il n'y a pas de mutualité magnétique entre les deux. Et ça, c'est évident parce que si vous prenez donc le B en fonction de l'angle θ, alors nous avons dit que le champ B, il est maximal ici. D'accord? Il est maximal sur l'axe de le champ B. Je parle de champ B qui est créé par le courant qui est là. Donc, il est maximal ici. Et puis, chaque fois que vous vous éloignez, d'accord, que vous vous éloignez de là, donc c'était comme nous avons vu dans la première introduction le moteur asynchrone, nous avons vu que le B, il est en fonction de θ. Ça veut dire que vous avez ici le B max qui est au niveau de l'axe de la bobine. Donc, si vous êtes sur un angle θ ici, pour connaître le champ B créé par le courant qui est là, on a un point M qui est sur un axe qui fait un angle θ avec l'axe de la bobine. Dans ce cas, vous avez le champ ici, le champ BM, c'est quoi? C'est le B max que vous avez sur l'axe de la bobine fois cosinus de θ. D'accord? Voilà. Alors maintenant, vous avez le champ d'IL BM, le champ au niveau le point M, c'est B max fois cosinus de θ. Alors maintenant, si vous êtes ici, d'accord, vous êtes sur l'axe l'autre enroulement, donc vous allez voir que le champ B ici, c'est 0, parce que vous avez le champ B créé par le courant qui est là. Lorsqu'il va arriver ici, il va avoir une valeur qui est nulle, parce que c'est BM, B max fois cosinus d'L pi sur 2. Donc ça veut dire au niveau ici, vous allez avoir un champ B qui est nul, d'accord? Et ça ne va pas créer donc un champ magnétique ici, ça ne va pas créer un champ magnétique mutuel entre les deux. De la même manière, le courant que vous avez là, il va créer un champ maximal ici, et ce champ maximal, vous multipliez, parce que si vous voulez calculer le champ
sur un point qui est sur l'axe ici. Donc, vous allez multiplier, par exemple, par moins cosinus de moins pi sur 2. Alors, cosinus du moins pi sur 2, ça serait 0. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas d'inductance mutuelle entre les deux, il n'y a pas de flux mutuel entre les deux. Donc, ça veut dire quoi dans ce cas? Ça veut dire que chacun va créer son propre flux. Chacun va créer son propre flux. Ça veut dire que si je m'intéresse ici au flux dial l'enroulement Q, d'accord? Donc, ce serait quoi? Ce serait l'inductance propre dialo, d'accord? Si l'inductance propre, c'est la même, je vais l'appeler LM, c'est l'inductance de magnétisation, fois quoi? Fois le courant EQ. Avec le courant EQ, c'est le courant qui traverse l'enroulement, d'accord? L'enroulement qu'on a ici. Et plus quoi? Plus 0. Donc, il n'y a pas d'autre champ si on s'intéresse uniquement à ces deux enroulements qui sont là. Parce que tout à l'heure, on va ajouter les enroulements dial le rotor. Mais pour le moment, on sait que si on avait les deux seulement, on va avoir le flux ici, c'est LM, c'est le flux mutuel dialo, l'inductance magnétique dialo, fois le courant EQ. De la même manière ici, le flux qui traverse l'enroulement D, ça serait quoi? Ça serait LM fois le courant ID. D'accord? Donc, chacun crée son propre flux et il n'y a pas de flux mutuel entre les deux enroulements. Voilà, déjà, c'est un avantage. D'accord? Voilà, c'est un avantage, c'est que on va se débarrasser de la mutualité entre les enroulements qui sont sur le même, c'est-à-dire soit sur le stator ou là sur le rotor. Donc, il n'y a plus d'inductance mutuelle dans le stator, il n'y a plus d'inductance mutuelle dans le rotor. Mais on va voir qu'il y a encore une inductance mutuelle entre le stator et le rotor. Parce que, comme vous allez voir, dans le cas qu'on a ici, d'accord? Alors, vous avez l'enroulement du stator, on l'a transformé en enroulement biphasé. Les trois enroulements du rotor, on les a transformés aussi à un enroulement biphasé. D'accord? Mais entre l'enroulement A du rotor et l'enroulement B du rotor, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de mutualité. Il n'y a pas de mutualité aussi entre l'enroulement Q et l'enroulement D du stator. Mais vous avez une mutualité entre les enroulements du rotor et les enroulements du stator. D'accord? Il y a encore une mutualité, et ça, c'est encore un problème dont on va essayer de se débarrasser tout à l'heure. C'est encore un problème. C'est que là, vous avez encore une mutualité entre le rotor et le stator. D'accord? Parce que les deux ils ne sont pas parallèles, ils ne sont pas perpendiculaires, pardon. Donc il y a ici une mutualité, une inductance mutuelle qui va dépendre de l'angle θr encore. D'accord? Alors, comme j'ai dit, cependant, le couplage magnétique existe toujours entre le rotor et le stator, même si on a fait les transformations de Park. Mais on est en train, comme vous voyez, on est en train de simplifier les équations. On est en train de simplifier les équations. Alors maintenant, on va écrire on va écrire tout à l'heure les équations, mais on va introduire ce qu'on appelle un phaseur spatial. D'accord? Alors, c'est quoi un phaseur spatial? Un phaseur spatial, donc c'est lui qui va introduire la transformée de Park. Donc, je ne sais pas comment vous avez introduit la transformation de Park avec M. Ramsey, si vous l'avez déjà fait, mais pour les anglophones, donc ils partent pour définir la transformation de Park, ils partent de ce qu'on appelle un phaseur spatial. Un phaseur spatial, ça veut dire quoi? Un phaseur spatial, c'est un vecteur. C'est comme le champ tournant, d'accord? C'est comme le champ tournant. Si vous vous rappelez, donc le champ tournant, le théorème de Ferraris, donc il y avait les trois enroulements qui sont traversés par les trois courants, et puis les trois courants qui forment un système triphasé, ils vont créer un champ tournant. De la même manière, on va créer c'est comme un champ tournant, mais pour les courants, d'accord? Il y a un champ tournant pour les courants, il y a un champ tournant pour les tensions, il y a un champ tournant pour toutes les valeurs qui peuvent être exprimées comme vecteurs, d'accord? Il y a un champ tournant pour les flux. Alors maintenant, pour le phaseur spatial, là, le champ tournant dont j'ai parlé, d'accord? Comment on le prend? Alors, on prend Hada ou le phaseur spatial, DNA, c'est comme un vecteur, d'accord? C'est un vecteur. Alors, c'est quoi? C'est 2 sur 3. Donc là, on est en train d'introduire la transformation de Park.
Donc, X, c'est le vecteur, c'est le phaseur, d'accord? C'est un nombre complexe, si vous voulez. Donc, c'est quoi? C'est le courant du... Là, le X, on peut le remplacer, soit par le courant, la tension, le flux, d'accord? Donc, ça peut être n'importe quelle grandeur mécanique ou la magnétique, d'accord? On sait très bien qu'on a un système triphasé pour le courant, un système triphasé pour les tensions, un système triphasé pour les flux. De la même manière, on peut écrire donc le XA, le XB, le XC, on peut les remplacer par les trois courants, ou là les remplacer par les trois tensions, ou là les trois flux. Et comme ça, on peut construire le phasor spatial pour n'importe quelle grandeur triphasée. Alors la grandeur A, on va la multiplier par 1. D'accord? 1, ça veut dire on va la laisser, par exemple, ça, si vous voyez, si vous regardez, c'est un nombre réel, parce que c'est une valeur instantanée, d'accord? C'est Imax fois, par exemple, Imax fois cosinus de oméga t. Là, on va multiplier le courant, par exemple, le courant de la phase B, du stator, par exemple, par le A. Alors, le A, c'est l'opérateur complexe que vous connaissez. Le A, c'est exponentielle d'LJ de pi sur 3. Donc, ça veut dire cosinus, c'est moins 1,5 plus, je pense, racine de 3 sur 2, d'accord? Et puis, vous allez construire à partir de ces grandeurs-là, vous allez construire un phasor spatial. C'est un nombre complexe que vous allez voir tout à l'heure, mais c'est un nombre complexe qui est tournant. D'accord? Il est tournant. Et ça dépend de la valeur instantanée d'A, le XA, le XB, le XC. Parce que le XA que nous avons ici, ce n'est pas la valeur efficace ou la valeur ou le module, mais c'est la valeur instantanée. C'est-à-dire vous remplacez le XA par sa valeur instantanée. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, Imax cosinus de oméga t. Là, Imax cosinus de oméga t plus 2 pi sur 3. Ou là, Imax cosinus de oméga t moins 2 pi sur 3. Et puis chaque ADA, vous le multipliez par A. Ou ADA, vous le multipliez par A au carré. C'est très facile donc, comme phasor spatial, comme définition. D'accord? Et puis vous avez donc le X que vous avez là, puisque c'est un vecteur, donc je peux le décomposer en deux composantes. Donc la composante réelle et la composante imaginaire, mais on va parler dans ce cas, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'un système biphasé, on va parler de D et de Q. D'accord? De D et de Q. Donc c'est plus imaginaire, mais bon, ce sont des composantes, la composante directe et la composante en quadrature. C'est comme ça qu'on les appelle. La composante directe et la composante en quadrature. Alors maintenant, si vous prenez Hadley, l'expression que vous avez là, et vous essayez de la détailler, et vous prenez la partie XD et la partie imaginaire XQ, donc vous allez retrouver la formule la transformée de la place que vous connaissez. D'accord? Là, la transformée de Concordia, je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Donc, dans ce cas, vous allez avoir que la grandeur directe, c'est 2 sur 3. La grandeur, la première, donc c'est par exemple le courant IA, on a le courant IB, le courant IC. D'accord? Moins 1,5 fois le courant IB, moins 1,5 fois le courant IC. Ou là, si vous prenez la tension, VD, c'est 2 sur 3, VA, VB, VC. D'accord? S'il vous plaît, toujours les valeurs que vous avez ici, ce sont des valeurs instantanées. Donc, on a les valeurs efficaces de chez Haja. D'accord? On reste toujours sur les valeurs instantanées parce que j'ai dit on est dans le comportement dynamique de la machine asynchrone. Ça veut dire on va toujours prendre les valeurs instantanées. D'accord? Alors, pour la composante en quadrature, c'est 1 sur racine de 3, donc la composante B moins la composante C. Ici, par exemple, vous allez avoir le courant d'accord, le courant IB moins le courant IC, ou la tension VB moins la tension VC, ou le flux B et là le flux C, et ainsi de suite. D'accord? Et vous prenez les valeurs instantanées. Donc là, vous voyez à partir de cette expression-là, il se dégage une certaine matrice. D'accord? À partir de cette expression-là, il se dégage une certaine matrice. Alors, pour que ce soit une matrice qui est normalisée, donc on va ajouter une autre composante qu'on ne va pas utiliser, c'est la composante homopolaire. D'accord?
باش تكون عندنا de la matrice utilisable, donc on va ajouter une composante qu'on appelle la composante homopolaire. Et cette composante homopolaire, elle va nous permettre d'avoir une matrice 3 fois 3. D'accord? Alors maintenant, si je veux tracer par exemple le phaseur spatial pour les courants et pour un certain temps, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le phaseur spatial, il va tourner, il va changer de valeur avec le temps. D'accord? Alors supposons maintenant que à l'instant t que je prends, j'ai le courant, par exemple le courant IA ديالي هو هذا, d'accord? Le courant IA هو هذا. Et le courant IB ديالي, par exemple, ou là, le courant IC هو هذا, d'accord? Et le courant ID هو هذا, d'accord? Le courant IB, pardon. Le courant IB, le courant IA et le courant IC. Alors s'il vous plaît, il faut bien tracer le IA مع le IB مع le IC de telle manière à ce que IA plus IB plus IC égale à 0. D'accord? Ce qu'on a à chaque instant, parce que si on est dans un système triphasé équilibré, ce qu'on a IA plus IB plus IC, d'accord, il doit être égal à 0. D'accord? Alors maintenant, par exemple, هنا إلا خديت هذه شنو غادي يكون عندنا par exemple هنا عندي par exemple, je prends n'importe quelle valeur. إلا قلت هنا بلي أنا le courant IA في هذا l'instant T où j'ai pris هذه la valeur هذه à l'instant T, supposons que je donne n'importe quelle valeur. هذا تقريبا 10, d'accord? Alors il a كان هذا 10, ça veut dire هذا غادي يكون تقريبا C2. D'accord? Là vous voyez là, il est toujours dans le sens positif, d'accord? Positif pour la phase IB, positif pour la phase EA. Alors maintenant, il a كان عندي le courant IB égale à 2, le courant IC égale à 10. Alors pour avoir هنا IA plus IB plus IC égale à 0, ça veut dire que le courant IC doit être égal à combien? Il doit être égal à moins 12. Alors il a كان moins 12, on sait très bien que le sens ديال la phase C, elle est dans ce sens, ça veut dire qu'elle doit être négatif, ça veut dire qu'elle doit être dans le sens inverse. Alors maintenant, si je fais I, le phaseur spatial d'Iana Ouada, je fais 2 sur 3 fois IA, alors maintenant IA d'Iana, le vecteur IA d'Iana Ouada, IA, d'accord, plus A fois IB. Alors A, ça veut dire que je fais la translation d'L2P sur 3. Donc je fais la translation d'L2P sur 3 et je multiplie par quoi? Je multiplie par 2. Voilà, d'accord? Maintenant, je prends A au carré fois IC. Ça veut dire à partir de là, je fais 4pi sur 3 et je multiplie par quoi? Je multiplie par moins 12 parce que j'ai dit IC est égal à moins 12. Donc le vecteur d'L est égal. Alors maintenant, si je fais IA plus A fois IB plus A au carré fois IC, هنا تديروا les vecteurs ديالكم غتلقى بلي أنا à cet instant que j'ai, instant T où j'ai calculé هادشي, j'ai le vecteur ديالي ou le phaseur spatial ديالي هو هذا. D'accord? Et à partir de là, je peux faire la projection pour avoir donc le courant ID et le courant IC. D'accord? Mais si je change l'instant T, si je change l'instant T, le courant IS, il va changer aussi de position. Voilà, il y avait un problème. Je dis que si à un autre instant T, je fais changer le temps, d'accord? Si je change le temps, donc je vais changer la valeur le courant IA, le courant IB, le courant IC, et le courant IS, le phaseur spatial IS, il va changer de position, d'accord? Ça veut dire là, peut-être je serai quelque part ici, d'accord? Puis je serai là, d'accord? Puis je serai là, et ainsi de suite, d'accord? Donc le phaseur spatial, c'est un phaseur qui va changer de position en fonction de l'instant T que vous considérez. D'accord? En fonction de l'instant T que vous considérez. Là, on a tracé pour un certain temps. On a dit que le courant IA est égal à 10, le courant I2 IB est égal à 2, et puis le courant IC, pour avoir l'égalité IA plus IB plus IC est égal à 0. Donc il faut que le courant IC soit égal à moins 12. D'accord? Donc voilà pour cet exemple-là, comment on a tracé le IS. Et on peut faire la même chose pour le flux et pour la tension.
Alors finalement, le courant IS là, donc je peux le décomposer en IDS et EQS. D'accord. Alors maintenant, comme je disais tout à l'heure, on va introduire, pour équilibrer de la matrice, donc on va introduire un courant homopolaire, le courant 0, et le courant I0, il ne va pas rentrer dans la création le flux. D'accord. Le courant I0, il ne va pas créer le couple, pardon. Les courants ID et le courant IQ, ils vont participer à la création du couple, d'accord, et le flux. Mais le courant I0, il ne va pas participer à la création du couple. Si vous prenez un courant homopolaire, un homopolaire, surtout dans un système triphasé équilibré, le courant homopolaire I0, ce serait quoi? Ce serait IA plus IB plus IC. Alors déjà, si vous faites IA plus IB plus IC, c'est quoi? Donc vous aurez une valeur nulle. Parce qu'on sait très bien que IA plus IB plus IC est égal à 0 dans un système triphasé équilibré. Donc là, vous voyez ici que vous avez IA plus IB plus IC est égal à 0. Et dans ce cas, la composante homopolaire ne va pas créer, ne va pas participer dans la création le flux et la création le couple. Le problème se pose uniquement dans le cas où vous avez un système où vous avez le neutre qui n'est pas isolé, d'accord, vous avez un neutre qui est sorti, et un système déséquilibré. Donc si on est dans un système déséquilibré, dans ce cas, le courant qu'on a ici, donc il va participer aussi d'une manière ou d'une autre dans les équations de notre système. Mais si on est dans un système triphasé équilibré ou là dans un système où vous avez un autre isolé, même si vous êtes dans un système déséquilibré, si vous avez un autre qui est isolé, dans ce cas, tout le temps, vous avez IA plus IB plus IC est égal à 0. Et dans ce cas, le courant homopolaire, il sera nul et ne va pas participer à la dynamique de notre système. Donc voilà la transformation de Park utilisée par les anglophones. Alors je sais très bien qu'elle peut être différente de celle que vous avez vue avec M. Ramzi, mais ça serait peut-être différente uniquement par exemple 1 sur 3 ou la 3 ou la shahaja. Donc généralement vous avez un 3 qui est sorti ou la 1 sur 3 qui est sorti ou la shahaja, mais l'équation d'Yanat Qriban, elle reste la même avec les valeurs que vous avez ici à l'intérieur. D'accord? Alors, il y a, pour vous expliquer la différence, par exemple, la littérature anglaise, vous trouvez de la forme Hadi, ou dans la littérature française, vous trouvez peut-être l'autre forme que vous avez vue avec M. Ramzi, c'est que dans la forme anglaise, on essaie de garder le courant IA, ça veut dire si je fais la projection, je reviens, c'est-à-dire, lorsque vous avez IS qui est confondu avec l'axe IA, on va trouver le courant IA. Si vous avez le IS qui est confondu avec l'axe B, vous allez trouver le courant IB. Donc, chaque fois, on garde le courant dialosateur. Si je fais la projection de l'IS, elle a l'axe D, on va trouver que on va retrouver le courant IA. De la même manière, lorsque IS est confondu avec l'axe B, vous allez trouver le courant IB. Si IS est confondu avec l'axe C, donc vous allez retrouver le courant IC. Alors pour les Français, eux, ils cherchent à garder la puissance. D'accord? La puissance fournie par le IB, le ID, le EQ, il doit être la même puissance instantanée que celle qui est créée par le courant IA, le courant IB, le courant IC. Donc, les anglophones, ils essayent de garder le courant IS, le phaseur spatial, égal au courant IA, au courant IB, au courant IC lorsque le phaseur spatial IS est confondu avec les axes A, les axes B, les axes C. Tandis que pour les Français, ils disent non, on va faire une transformée de la place, une transformation de Park qui va permettre la conservation de la puissance. Donc ça veut dire si je calcule la puissance fournie par IA, par ID, par IQ, par I0, on va retrouver la même formule, d'accord, la même valeur que la puissance instantanée qui est créée par le courant IA, le courant IB, le courant IC. Donc les deux ils travaillent avec la même stratégie, mais avec
avec des valeurs peut-être différentes, mais qui ne vont pas influencer les calculs après. Ça veut dire les résultats d'IANA pour l'akhar, ils ne sont pas influencés. Surtout pour la commande, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la commande. Ce n'est pas une machine réelle, c'est seulement un modèle. Alors, il a درتي هنا 3 ضربتي هذه الماتريس ب 3 ولا قسمتيها على 2 ولا قسمتيها على 3000 ça va pas changer la commande parce que ce que vous allez obtenir à partir de cette phase-là, à partir de cette étape, ce que vous allez obtenir, c'est un modèle mathématique. ما بقاتش حاجة réelle. Donc, باش نقولوا on va garder le courant, on va garder la puissance, là on va garder, donc ça sert plus à rien. Ce qui est important, c'est que comment utiliser la matrice de Park et comment utiliser le courant ID et le courant EQ pour la commande de la machine. ولكن باش تقسم على 4 ولا تملتيبلي هنا باغ 3 ولا 1 sur 2 racine de 3 ولا شي حاجه, ça pose aucun problème parce que ce que vous allez obtenir après la transformation de Park, c'est un modèle mathématique. ماشي شي حاجه réelle, c'est un modèle mathématique. المهم هو داك الموديل mathématique, qu'est-ce que vous allez en faire, d'accord? Parce que avec le modèle mathématique ما كاينش la réalité, كاين à l'intérieur de l'ordinateur, كاين à l'intérieur d'un programme. Vous travaillez avec un programme sur MATLAB ou là sur Simulink ou là vous travaillez sur le DSP ou là sur un microcontrôleur ou là sur l'Arduino. Donc c'est là où vous allez faire la programmation qui permet de faire la transformation d'un moteur réel en un moteur fictif, un modèle qui se trouve uniquement dans la machine, qui se trouve uniquement à l'intérieur d'un ordinateur. D'accord? Donc, s'il vous plaît, Hachidiel multiplié par 3 ou la racine de 3, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le modèle que vous allez avoir et comment vous allez l'exploiter dans le programme informatique que vous allez utiliser. Donc voilà, maintenant, nous avons deux enrôlements qui sont produits par la transformation de Park appliquée au stateur et la transformation de Park appliquée au rotor. D'accord? Maintenant, tout à l'heure, nous avons les 3 phases, d'accord, au rotor et au stateur. Maintenant, vous avez le DQ au stateur et vous avez le alpha et le bêta au rotor. D'accord? Alors, de la même manière, on peut exprimer les flux, d'accord? On peut exprimer les tensions et les flux. On sait très bien maintenant que si vous prenez par exemple l'enrôlement D, il aura quoi comme flux magnétique mutuel? Il aura un flux qui est créé par l'enrôlement alpha et un flux mutuel qui est créé par l'enrôlement bêta. Alors, l'enrôlement créé, le flux mutuel créé par le HADA, il n'y a 0, d'accord, pour l'enrôlement D. D'accord? De la même manière, l'enrôlement Q que vous avez ici, il sera traversé par le flux propre créé par le courant IQ, plus le flux mutuel créé par le courant I alpha, plus le flux mutuel créé par le courant I bêta. De la même manière, l'enrôlement que vous avez ici, il sera traversé par son propre flux, plus, d'accord, plus le flux mutuel créé par le courant ID, plus le flux mutuel créé par le courant EQ. Qui n'influence pas l'enrôlement alpha. L'enrôlement bêta n'influence pas l'enrôlement alpha parce qu'ils sont en quadrature, qui est un angle de plus sur 2. Et vous faites la même chose pour les autres, d'accord? D'accord, pour les autres enrôlements. Et là, quand je suis perpendiculaire à l'autre, donc il n'y a plus d'influence magnétique. Donc l'inductance mutuelle, elle est nulle. Mais vous avez toujours, jusqu'à cette étape, vous avez encore une influence magnétique, d'accord, entre les enrôlements du rotor et les enrôlements du stateur. Et vous avez l'inductance mutuelle entre les enrôlements du rotor et les enrôlements du stateur. Et les variables, et elles dépendent de l'angle θr. Et ça pose encore problème, parce qu'il faudra simplifier les paramètres et il faut les rendre indépendants du temps. D'accord? Donc pour le moment, vous avez les équations suivantes. D'accord? Vous avez VDQ, ça veut dire ici vous avez un vecteur, un de vecteur à roi VD mais VQ, ça veut dire les composantes d'IL VD VQ, les composantes d'IL هذا هو V alpha V bêta.
Et puis vous avez ici le vecteur courant, vous avez le vecteur flux, là vous avez le vecteur courant au niveau du rotor et le vecteur flux au niveau des locateurs. Et on peut exprimer de la même manière que tout à l'heure le flux créé par les enroulements du stateur dans le stateur et les enroulements créés par le rotor dans le stateur. D'accord? Donc si on exprime pour l'enroulement D et Q, vous allez voir que le LDD, le LQQ, c'est la même chose, d'accord, radicono égal, d'accord, c'est la même valeur parce qu'ils sont sur le même enroulement, d'accord. Donc ils doivent avoir la même valeur. La réalité, ils sont les mêmes, d'accord. Et puis vous avez la valeur hadi, il est nul, hadi 0, d'accord. Ou hadi 0 taille, ils sont parallèles. De la même manière, entre le rotor et le stateur, donc, il y a l'inductance mutuelle entre l'enroulement D et l'enroulement alpha, l'inductance mutuelle entre l'enroulement Q et l'enroulement bêta, de la même manière entre l'enroulement D et l'enroulement bêta, et entre l'enroulement Q et l'enroulement alpha. D'accord? Là, de la même manière, Hada, c'est 0. Hada, c'est 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. Et puis, de la même manière, vous avez Hada et Hada, elles sont égales. D'accord? Les deux inductances sont égales. Et puis vous avez les inductances mutuelles encore entre le rotor et le stateur et elles seront égales presque à Hadul Yadana. D'accord? Avec le cosinus qui sera transformé en sinus, comme nous allons voir dans l'expression tout à l'heure. Il a un cosinus, un sinus, il a un donc ça va changer. D'accord? Maintenant, si on exprime les grandeurs, tout à l'heure j'avais dit que le LD est égal à L QD est égal à 0, c'est l'inductance mutuelle entre les enroulements des stateur. De la même manière, L bêta alpha et l'alpha bêta, c'est 0. Et puis pour les inductances mutuelles, on va tomber sur ce qu'on appelle les inductances cycliques. Donc, c'est-à-dire l'inductance cyclique dial le. Je ne sais pas, il y a des coupures par moment. Donc l'inductance cyclique, c'est-à-dire l'inductance d'accord. Tout ça, c'est dû au fait que vous avez dans les équations en A de part, vous avez 3 sur 2 et 2 sur 3. Donc tout ça, ça sera donné par les équations. Vous pouvez faire les calculs et vous pouvez vérifier. Donc c'est l'inductance mutuelle, l'inductance propre d'un enroulement D est égale à l'inductance propre d'un enroulement Q est égale à 3 sur 2. C'est l'inductance cyclique, comme j'ai dit, plus l'inductance du fuite qui va rester la même. L'inductance du fuite, le stateur, donc il sera transposé aux axes biphasés. Alors, de la même manière, au rotor, vous avez l'inductance propre de chaque enroulement. Donc, c'est l'inductance cyclique de l'enroulement, les enroulements rotoriques que nous avons vus tout à l'heure. Alors, les enroulements rotoriques, ils sont caractérisés par l'inductance de magnétisation d'Elhom et les mers. Et vous la multipliez par 3 sur 2 et vous allez obtenir les inductances propres de chaque enroulement alpha ou la bêta. Plus l'inductance de fuite. L'inductance de fuite, elle est constante, elle va rester la même, quel que soit, donc elle ne va pas changer. L'inductance de fuite, le rotor, il va être transposé aux autres enroulements biphasés sur le rotor. Alors maintenant, passons aux inductances mutuelles. D'accord? Les inductances mutuelles, si vous regardez là, le schéma, l'inductance d'INA entre le stateur et le rotor, ça veut dire entre D et alpha, vous allez multiplier par cosinus de θ r. Et c'est ce que vous avez ici. D'accord? C'est LSR, ça veut dire l'inductance mutuelle entre le stateur et le rotor fois cosinus de θr. Alors l'inductance mutuelle DNA est l'inductance mutuelle maximale. D'accord? C'est lorsque vous avez les deux enroulements qui sont confondus. Mais qu'on a confondu, quand on a θr égale à 0, et dans ce cas, vous allez avoir LSR. D'accord? Mais une fois il s'éloigne, une fois un enroulement s'éloigne de l'autre, donc il y aura un certain angle et vous allez avoir donc LSR fois cosinus de oméga R. Alors pour le LD bêta ou là, le LBD, d'accord, dans ce cas vous allez avoir moins sinus de θ R. Et ça vous pouvez le voir bien sûr entre les deux
D'accord? Si vous regardez, هنا, par exemple, l'angle هنا شحال entre D مع bêta. D'accord? Entre D مع bêta, ce serait égal à quoi? Ce serait égal à pi sur 2 plus θ r. Donc, cosinus de pi sur 2 plus θ r, c'est moins sinus de θ r. Vous avez ici. D'accord? Alors, cosinus de pi sur 2 plus θ r, ça serait égal à moins sinus de θ r. Ça, ce sont des relations de trigonométrie. Soit le LD bêta ou là, le LBD. D'accord? Le LBD ou là, le LDB, donc c'est la même chose. D'accord? Et puis pour le LD bêta ou là, le LQ bêta ou là, le LBQ, c'est la même chose, langue بيناتهم كيبقى بحال alpha مع D. D'accord? Et de la même manière, si vous faites entre Q مع alpha, alors on va revenir Q مع alpha. فين هو Q هنا le Q مع هنا. d'accord. هذا l'angle هنا شنو هو؟ هذا l'angle هذا c'est pi sur 2 moins θ r. pi sur 2 moins θ r. Donc vous avez cosinus ديال pi sur 2 moins θ r. Alors cosinus ديال pi sur 2 moins θ r, c'est sinus θ r. Voilà. Donc cosinus, voilà, cosinus ديال pi sur 2 moins θ r, ça va vous donner sinus de θ r. Et finalement, vous avez les expressions des les inductances mutuelles. Donc là, vous voyez que c'est, elles dépendent de quoi? Elles dépendent de θr. Elles dépendent de θr. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est que on a simplifié les équations, on a transformé les enroulements du stateur en enroulement biphasé, et nous avons transformé les équations, là, nous avons transformé les enroulements triphasés du rotor en un enroulement ou un système biphasé au niveau du rotor. Mais le problème, c'est que on a simplifié, oui, on a simplifié les équations, mais le problème, c'est qu'il reste encore des inductances mutuelles entre le stateur et le rotor qui dépendent, des inductances mutuelles qui dépendent du temps, qui dépendent de la position angulaire du rotor. Alors, on peut bien simplifier tout ça, d'accord? On peut bien simplifier tout ça. Alors, donc c'est une mise en équation totale de notre système. Donc, vous avez VD, vous avez VQ, vous avez V alpha, V bêta, et puis vous faites en fonction de l'ESD, ESQ. C'est-à-dire là, vous introduisez la résistance et vous introduisez la dérivée du flux pour chaque fois. Et le S que vous avez ici, le S là, c'est bhal de la place, d'accord? C'est D, ça veut dire que ça remplace D sur DT. Donc là où vous avez le S dans ce cas, c'est la dérivée par rapport au temps. Ou là, si vous voulez, si vous faites les nombres complexes, vous allez remplacer le S par G oméga, d'accord? Mais pour retrouver les équations de tout à l'heure, chaque fois que vous avez S, vous pouvez le remplacer par la dérivée D sur DT et tout ce qui est ici, donc ça, c'est la dérivée dialogue, d'accord? Mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Alors maintenant, l'inductance mutuelle peut être indépendante de la position du rotor. Je parle de l'inductance mutuelle entre les enroulements DQ et les enroulements alpha-bêta. L'inductance mutuelle peut être indépendante de la position du rotor si on exprime les grandeurs du rotor et du stateur dans le même repère. D'accord? Maintenant, pour se débarrasser de l'angle θ, R que l'on a dans les équations, ou dans les formules des équations de VD, VQ et ainsi de suite, et dans les formules des flux, on peut exprimer les deux enroulements du rotor et du stateur dans le même repère. D'accord? Et on va voir comment on peut faire cette transformation pour les exprimer dans le même repère. D'accord? Alors le repère Diana, on peut le choisir comme on veut. Le repère Diana, on peut le choisir par exemple lié aux enroulements du stator. Ça veut dire dans ce cas, le repère Diana il sera confondu avec les deux axes D et Q. On peut prendre notre repère lié au rotor, et dans ce cas, le repère dans lequel on va exprimer les systèmes biphasés, le rotor et le stator, ils seront exprimés dans un repère lié à alpha-bêta.
comme ce que nous avons vu avant, alpha bêta, donc le repère alpha bêta. Ou là, par exemple, on peut le faire confondu avec le champ tournant. D'accord? On peut prendre donc un repère qui est confondu avec le champ tournant. Donc, elle va tourner avec la vitesse de synchronisme. Ou là, il va tourner avec la vitesse de le rotor. Ou là, il sera stationnaire, c'est-à-dire on va le prendre lié au stator. Donc, voilà comment ou là lié ou là à un autre repère qui tourne avec une vitesse, n'importe quelle vitesse, d'accord, qui n'est pas la vitesse du rotor, qui n'est pas la vitesse de synchronisme, d'accord. Donc on peut le choisir comme on veut. Le repère Diana, dans lequel on va exprimer les deux systèmes biphasés. D'accord. Alors maintenant, on a dit ici, si par exemple, Adar, c'est un exemple, si j'exprime le système biphasé du stator et le système biphasé du rotor dans un axe stationnaire qui est lié au stator, donc là vous voyez qu'on s'est débarrassé de la position angulaire. Donc là vous voyez l'axe D d'Iana. Là on ne parle plus de alpha et de bêta. Là on parle que de D ou la Q. D'accord? Parce que les enrôlements biphasés le stator et les enrôlements biphasés du rotor, c'est-à-dire on les a exprimés sur le même axe. L'axe D, il est le même pour l'enrôlement A, le rotor et l'enrôlement A du stator, et de la même manière pour l'enrôlement D et Q, ils sont sur le même axe qui est l'axe Q. D'accord? Et comme vous voyez dans ce cas, on va se débarrasser de cette mutualité qui dépend de alpha. Maintenant, si vous regardez, là, la mutualité ne dépend plus de alpha. D'accord? Elle ne dépend plus, pardon, monsieur alpha, elle ne dépend pas de l'angle θr, d'accord, qui est l'angle de rotation entre le rotor et le stator. Donc, si on exprime les systèmes biphasés dans le même axe, on va se débarrasser de cette mutualité qui dépend du temps dans les équations que nous allons voir. D'accord? Donc voilà comment on fait pour le radar. Et tout à l'heure, nous allons voir donc comment on va exprimer les transformations qu'on va utiliser pour exprimer les deux c'est-à-dire le rotor et le stator, les exprimer dans le même repère. Voilà. Alors maintenant, on va voir les équations et les matrices qui permettent de faire cette transformation. Alors, si les grandeurs rotoriques sont rapportées au stator, on peut écrire le repère DQ lié au stator. Alors là, vous voyez dans l'équation qu'on a ici qu'il n'y a pas le temps, d'accord? Dans les expressions de LM, LM, LS, LM, d'accord? Avec LM, dans ce cas, c'est l'inductance mutuelle entre le rotor et le stator, d'accord? LM, c'est l'inductance mutuelle entre le stator et le rotor. Et là, vous avez l'inductance propre de Q ou la D, de le stator. Et là, vous avez LR, c'est l'inductance propre des enrôlements du rotor. D'accord? Et puis, vous avez l'inductance mutuelle. C'est l'inductance mutuelle maintenant qui n'est plus dépendante du temps, qui n'est plus dépendante de l'angle θr. D'accord? Donc, dans le cas où vous prenez les deux systèmes qu'on a ici, l'expression de la tension, les deux enrôlements, ça serait dans les coefficients et les inductances, ils seront indépendants du temps. D'accord? Et dans ce cas, nous avons des équations différentielles, parce que le S que vous avez là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la dérivée. Dans les équations différentielles ici, les coefficients de l'équation différentielle, ils sont indépendants du temps. Et vous savez très bien que chaque fois que vous avez les coefficients des équations différentielles qui sont indépendants du temps, il est plus facile de résoudre les équations différentielles comparées au cas où vous avez les coefficients qui sont dépendants du temps. Donc, dans cette expression que vous avez ici, vous avez le LM, comme j'ai dit, c'est l'inductance mutuelle entre le stator et le rotor. D'accord? Alors, LMS est égal à LSR, LR, donc ils sont respectivement l'inductance mutuelle cyclique entre le stator et le rotor, et l'inductance cyclique du rotor, donc LR, d'accord. Et RR, c'est la résistance du rotor. Le LS, c'est l'inductance cyclique du stator, et ainsi de suite. LS, c'est inductance cyclique du stator. LR, c'est
Donc là, je vois qu'il y a répétition. Donc là, il y a une petite répétition, d'accord. Donc LS, c'est l'inductance cyclique du stator. LS, là, oui, c'est déjà écrit. Donc inductance cyclique du rotor, on a CLR. Et puis vous avez VR, Q, VS et ainsi de suite. Alors c'est quoi qui n'est pas écrit? Donc là, on va reproduire. Donc copier. Là, on va remplacer le du stator. Donc voilà, donc LM, c'est LS, LR respectivement cyclique 1, et l'inductance cyclique du rotor, et R c'est la résistance du rotor, LS c'est l'inductance cyclique du stator, LR, là je l'ai dit, LR déjà c'est écrit en haut, donc c'est pas la peine de le reprendre ici. Voilà. LS, inductance cyclique du stator, tension et courant du rotor, d'accord, et puis RS et la résistance du stator. Et puis vous avez, donc c'est pas la peine que je revienne, donc vous avez aussi VDS et VQS, ISD et SQ, ce sont les tensions et les courants du stator. On va essayer de l'écrire après, d'accord. Voilà. Alors maintenant, comment exprimer les courants rotoriques dans un repère lié au stator? Là, c'est le problème qui se pose, d'accord? Parce que tout à l'heure, avec le phasor spatial, si vous vous rappelez très bien, le phasor spatial d'Iana, on l'a exprimé de la manière suivante. Dans un repère qui est lié à l'axe lui-même, qui est lié à la bobine elle-même, qui est lié à l'enroulement lui-même. D'accord? Donc, si vous utilisez l'expression de le phasor spatial d'Iana, ça va vous donner une décomposition, ou là, ça va vous donner une représentation biphasée, mais la représentation biphasée, elle sera liée au repère lui-même qui est lié à l'enroulement que vous avez choisi. D'accord? Donc, si vous voulez faire si vous voulez faire le phasor spatial, le stator dans le stator, ça va vous donner une expression. Vous allez utiliser cette expression. Si vous voulez utiliser le phasor spatial pour les courants du rotor, vous allez utiliser les phasors, l'expression de le phasor spatial dans le rotor. Ça veut dire dans un repère qui est lié au rotor. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque nous avons fait la décomposition, nous avons obtenu deux repères, un repère qui est lié au stator et un repère qui est lié au rotor. Donc, les expressions tout à l'heure, ils sont exprimés dans un repère qui est lié à l'enroulement choisi. Donc, si je choisis le stator, donc il sera exprimé dans le D et le Q. C'est-à-dire l'expression de le phasor spatial que nous avons utilisé. De la même manière, si j'utilise le phasor spatial, l'expression de le phasor spatial dans le rotor, je vais obtenir un système biphasé, mais dans un enroulement, ou là, dans un repère qui est lié au rotor. D'accord? Donc, c'est ça le problème. D'accord? Maintenant, le repère DQ, il est lié au stator, ça veut dire la vitesse diélo, il y a zéro, il est stationnaire. Le repère alpha-bêta, le repère alpha-bêta, c'est un repère qui est exprimé dans le rotor. Donc, ça veut dire qu'il va tourner à la même vitesse que le rotor. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut exprimer les enroulements du rotor, le système biphasé du rotor, le système biphasé du stator, mais dans un même repère. Et quel que soit ce repère, il peut être lié au stator, il peut être lié au rotor, il peut être lié au champ tournant, comme il peut être lié à un repère qui tourne avec une vitesse qui est différente de
oméga S et dans oméga R au-delà de la vitesse nulle. Donc là se pose le problème, d'accord? Et c'est ce que nous allons voir dans l'expression que je vais vous montrer, d'accord? Ici. Alors maintenant, le courant IR, ça veut dire le phaseur, le courant rotorique, il est exprimé de cette manière-là, mais dans un repère qui est lié au rotor. D'accord? Parce que là, j'ai pris un phaseur spatial pour le courant rotorique. Donc, la décomposition de l'urkina tout à l'heure, elle sera dans un repère alpha-bêta, et ce repère alpha-bêta, il est lié au rotor. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut exprimer le phaseur diana, ولكن dans un repère qui n'est pas alpha-bêta, dans un repère qui est lié au stateur. D'accord? Ça, c'est facile à faire. C'est facile à faire en multipliant le IR que vous avez ici. Donc, le IR que vous avez là, on peut dire qu'il est exprimé par rapport au rotor. Là, il est exprimé par rapport au rotor. Maintenant, je voudrais dire dans un repère DQ. Le repère DQ, il est lié quoi? Le repère DQ, il est lié au stator. D'accord? Et ça, vous pouvez faire la décomposition, vous pouvez faire les transformations que vous faites si vous voulez transformer les coordonnées d'un repère vers un autre. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez un repère là, d'abord le repère Diana, vous faites le repère Diana, un vecteur. Le vecteur V, un de les coordonnées dialogue. Un de les coordonnées, là, je fais la décomposition, là, je fais les. D'accord? Donc là, vous avez les coordonnées. Donc là, vous avez par exemple, je l'appelle n'importe quoi, je l'appelle V alpha. Donc ça veut dire les coordonnées dialogue dans ce repère. Et là, vous avez V bêta. D'accord? Alors, supposons maintenant, au lieu de l'exprimer dans ce repère-là, je veux l'exprimer dans un autre repère. Le repère Diana ou le repère DQ qu'on a tout à l'heure. D'accord? Ou le repère qui est lié au stateur. Donc là, vous avez Q. D'accord? Et là, vous avez D. Alors maintenant, le V, il a quoi? Il a comme coordonnée VQ. D'accord? VD, pardon. Et VQ. D'accord? Alors maintenant, je veux exprimer VQ, ou la V, pardon, le V diana, d'accord? Je veux exprimer le V diana en fonction de VD et de VQ, au lieu de V alpha et de V bêta. Et dans ce cas, comment faire pour passer dans un repère vers un autre? Il faudra utiliser la matrice de conversion d'IL. Alors là, vous avez quoi? Là, vous avez le vecteur d'IL unitaire, ou là, vous avez le vecteur d'IL unitaire. D'accord? Donc, هذا شنو عنده؟ هذا le vecteur unitaire ديالو. Parce que vous avez là, V, c'est quoi? V, c'est V alpha fois le vecteur اللي عندنا, le vecteur unitaire, plus VB fois le vecteur unitaire que vous avez ici. Le vecteur unitaire, parce que chaque repère, il a deux vecteurs unitaires, le vecteur l'indana ou le vecteur l'indana. Alors maintenant, le vecteur, comment on va le faire? On va le décomposer, d'accord, à ses coordonnées, d'accord? Le vecteur unitaire l'indana, de les coordonnées B ma Q, et le vecteur que vous avez ici, le vecteur l'indana, le vecteur unitaire, il a aussi ses composantes, là, oui, ses composantes dans le repère DQ. Et ça va former quoi? Ça va former la matrice, d'accord? Les coordonnées d'IL VD, d'accord? Parce que lorsqu'on exprime VD, on écrit VD, d'accord? Pardon, Hada. Il sera, d'accord, vous allez avoir les coordonnées dialo. Alors comment, d'accord? Donc là, ça veut dire vous allez avoir quoi? Vous allez avoir ici un cosinus, d'accord? Un cosinus θ, dans le cas où vous avez ici un angle θ, d'accord? Vous allez avoir cosinus θ, et puis vous allez avoir ici, je ne sais pas, donc un sinus, d'accord, sinus de θ. Et là, vous allez peut-être avoir moins sinus de θ, ou la moins, parce que là, c'est combien? Moins sinus, je pense, c'est moins sinus de θ, parce que c'est négatif, d'accord? Et là, vous allez peut-être avoir, je pense, cosinus de θ, ou les choses d'accord? Donc, on a transformé le repère qu'on a, le repère alpha, bêta,
on peut le transformer dans le repère dq en utilisant la matrice de conversion les vecteurs unitaires le repère alpha bêta. D'accord? Donc ça veut dire si je veux exprimer le IR d'IRNA, le IR l'IRNA, le IR exprimé dans le stator, voilà, le IR d'IL est exprimé dans le stator, ça veut dire le phaseur spatial de l'écran rotorique exprimé dans le stator, c'est quoi? C'est le même phaseur spatial, ou IR, exprimé dans le rotor, les WADA, d'accord, les WADA mais qu'on va multiplier par quoi? Parce que HCKML, on peut le transformer à quoi? À un angle de, qu'on va appeler moins θ R. Avec le θ R, c'est quoi? Le θ R, c'est l'angle que fait le repère 1 à le repère 2. Et comme ça, je peux faire je peux exprimer donc le courant ID ou le courant IRD mais le courant IRQ que vous avez ici, d'accord? En fonction de le courant IR alpha, IR bêta, et en fonction de l'angle que fait l'enrôlement, pardon, c'est pas l'enrôlement, qui fait le repère le rotor avec le nouveau repère que l'on a choisi. Dans ce cas, on a choisi un repère qui est lié au stator. Donc voilà l'expression qui permet de faire de la... Pardon, donc là j'ai dit IR, non c'est pas moi, c'est plus ici. Donc IR exprimé dans le stator est égal à IR exprimé dans le rotor, d'accord, fois IG θR, d'accord. Et à partir de cette expression-là, donc vous pouvez faire la conversion le phaseur spatial exprimé dans le repère alpha-bêta dans le repère DQ. Et ça, vous pouvez le transposer, d'accord, sur les autres, alors maintenant, voilà, donc vous avez dit donc IRS, IR plus Y, d'accord. Voilà, donc le epsilon que vous avez ici, d'accord, le epsilon que vous avez là, c'est, je veux le remplacer par θ R que j'avais écrit, d'accord. De toute façon, elle a dit que pour le moment, parce que θ R qui est exprimé ici, c'est l'angle que fait le IR avec le repère alpha bêta. Alors ça, on va le continuer demain matin parce qu'on commence à se fatiguer. L'expression que vous avez ici, c'est un exercice, si vous voulez le voir, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il est demandé dans cet exercice? Alors, l'expression que vous avez ici, c'est vous prenez un phaseur spatial, d'accord, un phaseur spatial qui est exprimé dans le repère du stateur, d'accord, VS par exemple. Et puis vous voulez exprimer donc les équations qui relient la tension avec la résistance et avec les flux, mais dans un repère qui tourne avec une vitesse oméga g par rapport au stateur. Je l'appelle oméga g, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais vous prenez un repère, d'accord, biphasé, qui tourne avec une vitesse oméga g par rapport au stateur. Oméga g, il peut être n'importe quelle vitesse, d'accord? Ça peut être une vitesse nulle, ça peut être une vitesse de synchronisme, ça peut être une vitesse de rotor, ça peut être une vitesse qui est différente de toutes les vitesses que vous connaissez, mais on veut exprimer les équations les tensions en fonction le courant et les flux dans ce repère qui tourne avec une vitesse oméga g. Donc ça, je vous laisse, d'accord, faire pour demain matin. Comme exercice, on va le faire demain matin, la correction d'ILO, d'accord? Et on va trouver pourquoi vous avez les signes ADO, que vous avez par exemple ici moins, et si vous avez chez moi, l'expression ADO, d'accord? Ce que vous avez vu, vous, c'est seulement à l'expression ADO. Voilà, lorsque vous exprimez un phaseur spatial dans un repère qui n'est pas lié à son enrôlement, il faut toujours tenir compte le fait que vous avez une certaine vitesse de rotation, d'accord? Et nous allons voir demain, avec la correction que nous allons voir, pourquoi vous avez des expressions à dos, l'expression que vous allez avoir dans les tensions en fonction des courants et des flux. D'accord? Alors, je vous laisse regarder ça donc, ce soir et essayer donc de regarder
regardez encore une fois le cours et puis essayez de faire cet exercice, d'accord? Et demain matin, Inch'Allah, on va voir la solution. Alors, je commence à me fatiguer. Je vous dis bonne soirée et à demain, Inch'Allah.